Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, il est 14h01. Je vous remercie de manifester votre présence dans le chat. On va attendre comme d'habitude quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Ah, ça y est. Vous pouvez parler, dire quelque chose, mais je crois que c'est bon. Ah, parfait. Oui, Merci. Anne. Parfait. Oui, Annabelle. Oui, j'arrive pas. Pardon. Ça va? Ah bah je t'entends plus là. C'est fou. Anne, on ne te voit pas. Tu peux activer la vidéo? Ah, c'est là, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Voilà, on attend que tout le monde arrive au fil de l'eau. Très bien, très bien. Bah, je pensais qu'en fait, c'était pas moi qui avais la main, que c'est toi qui activais la vidéo. Voilà. Pardon. Alors, on va attendre que Annabelle arrive et on va démarrer dans 2 petites minutes. Voilà, Annabelle est là. Non, Annabelle, je te vois pas. Il faut… Voilà, je te vois. Parfait. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, dans une petite minute, on démarre. Tout le monde arrive au fil de l'eau. Participants. OK. Tac. Bon, il est 14h05. On va démarrer. Tac. Je vois le nombre d'inscrits. OK. OK, OK. Tout le monde m'entend bien? C'est bon? Très bien. Bon. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Alors, je vais juste demander à Anne, Léa et Annabelle de supprimer leur petit micro pour qu'on n'entende pas de… Voilà, qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Excellent. Merci beaucoup. Donc, je vous dis bonjour, rebonjour. Je vous remercie d'être au rendez-vous pour ce nouveau webinaire. Alors, webinaire qui est encore une fois au cœur de l'actualité, au cœur des problématiques de droit du travail, donc liées à la crise sanitaire, liée au Covid-19, avec des questions que tout le monde se pose, que vous, assistants sociaux, vous posez aussi peut-être certainement,
que les salariés et agents que vous accompagnez se posent certainement, tant la législation est complexe, large, elle semble donner tout pouvoir à l'employeur pour imposer sa loi, je dirais en quelque sorte, à ses salariés concernant le chômage partiel, concernant les congés payés, les RTT. Donc, à la veille des grandes vacances, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que reprise économique oblige, un employeur peut imposer à ses salariés de prendre des jours de congés spécifiques? Est-ce qu'il peut lui imposer d'être au chômage partiel? Comment se passe la reprise d'activité sur site, etc. Donc, vous allez voir, on va essayer vraiment de donner un angle, comme d'habitude, mais là plus encore que les autres fois, très pratique, très précis, parce que c'est un sujet éminemment technique. Donc, on va un petit peu, fonctionner en termes de questions-réponses. Alors, en courte introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, cette crise sanitaire liée au Covid-19, elle a largement impacté l'économie mondiale et française. Vous n'êtes donc pas sans savoir que plusieurs ordonnances ont été adoptées par le gouvernement pour permettre aux entreprises d'user de dérogations au droit commun du travail. Donc, cette notion de dérogation est extrêmement importante puisque c'est le terme juridique, en tout cas ce que va pouvoir mettre en avant l'employeur face à ses salariés quand le salarié lui dira écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez décidé. L'employeur pourra dire eh bien, ce sont des mesures dérogatoires au droit commun. Donc, ces mesures dérogatoires, elles permettent de mettre en place ce qu'on appelle donc des mesures d'exception, donc encore le même champ lexical, dérogation, mesure d'exception, afin de pallier à l'arrêt de l'économie. Donc, cette loi, elle s'appelle loi d'urgence sanitaire, elle a été promulguée le 23 mars 2020, et donc elle indique à travers des ordonnances et des décrets de nouvelles orientations dans les domaines de la justice, de la santé, du social et de l'économie. Ces ordonnances, elles sont au nombre de 30 et elles ont été donc instaurées par le gouvernement pour permettre de faire face aux conséquences de l'épidémie du Covid-19. Concernant les mesures d'urgence économique, l'employeur dispose aujourd'hui de nouveaux moyens pour adapter l'activité de ses salariés dans le but de limiter les risques de propagation du virus. Ça, c'est le premier objectif. Et deuxième objectif, c'est pour permettre à l'entreprise de fonctionner au mieux. Ces mesures posent de nombreuses questions, celles que j'ai un petit peu initiées au départ. L'employeur a-t-il toute latitude pour imposer chômage partiel, congé, prise de RTT? L'employeur doit-il, par exemple, faire une visite médicale de reprise à tous ses employés qui reviennent travailler sur site? Ou alors ne doit-il faire cette visite médicale qu'aux salariés ou agents qui ont été atteints par le Covid? C'est une vraie question de droit, une vraie question pratique de droit. Est-ce qu'un salarié ou un agent est en droit de refuser ce que lui impose l'employeur? Et s'il le fait, ça veut dire s'il refuse, comment doit-il le faire, tant sur le plan légal que sur le plan, on va dire, de la démarche? Alors, pour répondre à toutes ces questions aujourd'hui, j'ai à mes côtés des expertes, à commencer donc par maître Annabelle Boubli, que vous connaissez, qui fait partie du cabinet, avocate en droit social. Et vous avez Anne Trester, qui est coach en entreprise, et Léa, que vous connaissez aussi, qui est élève avocate qui nous accompagne. Donc, très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à Annabelle de se présenter rapidement, voilà, pour pouvoir donner une vision plus sympathique des interventions des unes et des autres, et à Anne aussi dans un second temps. Eh bien, bonjour. Moi, je suis Annabelle Boubli, je suis avocate en droit du travail au cabinet du chargé. Et voilà, je fais beaucoup de contentieux et beaucoup de prud'hommes, beaucoup d'appels après ensuite d'appels. Et je fais aussi avec Judith tout ce qui est négociation et principalement le contentieux. Voilà. Merci beaucoup, Annabelle. Merci beaucoup. Alors, peut-être avant d'éteindre votre micro, peut-être quand vous parlez, augmentez le son pour qu'on vous entende un petit peu mieux sur l'ordinateur portable. Voilà. Mais il faut éteindre le petit micro, désactiver l'audio. Voilà. Je le désactive. Voilà. Voilà.
Alors, Anne, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi rapidement et présenter aussi votre exposé? Oui, tout à fait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je travaille comme coach, plutôt dans le milieu professionnel, ça veut dire coach pour des salariés, mais j'accompagne aussi des dirigeants ou des jeunes entrepreneurs, des gens qui ont monté leur activité. Et je dirais que moi, je me positionne ce matin, évidemment pas sur le champ juridique, mais justement par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Ce qui m'a semblé intéressant de partager avec vous, c'était de réfléchir à comment finalement j'ose demander quelque chose à ma hiérarchie, comment j'ose exprimer un besoin dans mon entreprise. Parce que parfois, on va se rendre compte que bien sûr qu'il faut connaître le cadre réglementaire, mais c'est aussi important de pouvoir dialoguer et de construire en fait au plus près du réel une façon de travailler en termes même de calendrier, d'agenda qui soit adapté. Voilà, si ça vous va, bien sûr. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, voilà, les intervenants donc, se sont présentés. Donc, Léa, vous la connaissez. Elle est élève avocate. Elle va intervenir, elle aussi, très, très rapidement. Donc, les questions qu'on va aborder dans les 3 quarts d'heure qui nous restent, top chrono, ce sont ces 3 aspects fondamentaux. C'est l'activité partielle. Est-ce que l'employeur peut m'imposer de prendre certains congés ou de prendre des RTT? Le point spécifique, mais néanmoins très important, la visite médicale de reprise. Et avec effectivement tout l'aspect que vient de vous exposer Anne, qui est de négociation, de refus, comment est-ce que j'aborde ces questions-là avec mon employeur. Et on va aussi aborder une mesure qui vient de passer avec Maître Boubli, qui est un petit peu passé, comment dire, un petit peu passé ni vu ni connu, mais extrêmement importante. C'est la disparition du bureau de conciliation dans le cadre de ces mesures exceptionnelles. Le bureau de conciliation qui, comme vous le savez, est la première étape des procédures contentieuses auprès du Conseil des prud'hommes. Alors, pour rentrer donc dans le vif du sujet, cette fameuse loi d'urgence sanitaire, c'est la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020, donc dit d'urgence sanitaire, et qui a été édictée pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Alors, nous, ce qui va nous intéresser ici, bien évidemment, ce sont les mesures d'urgence économique pour les entreprises qui concernent le droit social, le droit du travail et la sécurité sociale. Alors, ces mesures, elles ont 3 objectifs. Elles sont là pour faciliter et renforcer le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises. Elles doivent permettre d'adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire, on y reviendra après. Et elles sont là pour permettre d'assouplir les règles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et dominical et aux congés payés, pour modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel. Donc, vous voyez, c'est extrêmement large. Alors, ces ordonnances offrent deux mesures principales aux entreprises et des mesures, comme on l'a dit, exceptionnelles, des mesures dérogatoires. Et j'aimerais bien que Léa nous les énumère rapidement. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors ces 2 mesures principales en ce qui concerne vraiment le droit du travail concernent d'abord donc les conditions et les limites dans lesquelles l'employeur sera autorisé à imposer ou alors à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés. Et ensuite, dans ces ordonnances, il est indiqué que l'employeur pourra également imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de réduction de temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié. Alors également, des dérogations sont prévues en matière de durée du travail et des dérogations en matière de repos hebdomadaire et dominical pour les entreprises du secteur particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale. Donc voilà, donc il y a les 2 principales mesures et ensuite des mesures aussi particulières en ce qui concerne des secteurs particuliers. Merci beaucoup Léa. Alors, je rebondis sur cet exposé en abordant donc cette première grande mesure qui est la possibilité pour l'employeur d'imposer des congés ou des jours de repos
à ses salariés. Donc, l'employeur peut imposer ou modifier la prise de jours de congés payés et en fixer les dates. Et comme vous l'avez dit, Léa, de manière unilatérale, mais bien évidemment et bien heureusement, sous certaines conditions. Est-ce que Léa, vous pouvez nous énumérer les conditions que doit remplir l'employeur pour pouvoir imposer ces jours de Alors congés tout payés? d'abord, il faut qu'il y ait un accord d'entreprise négocié avec les représentants du personnel ou alors validé à la majorité des salariés, ou bien un accord de branche qui permet donc à l'employeur de procéder ainsi. Alors il faut aussi savoir que ça ne concerne seulement que 6 jours de congés payés maximum. Il doit aussi s'agir de jours de congés déjà acquis par le salarié. Alors le délai de prévenance d'1 jour franc par mois doit également être respecté et les jours imposés ne peuvent pas l'être au-delà du 31 décembre 2020. Et puis également, l'employeur, il faut le préciser, peut fractionner les congés, ne pas respecter donc l'obligation de congés simultanés pour les conjoints ou les pacsés. Merci beaucoup, Léa. Alors là, je vais rebondir sur la question des congés payés et je vais m'adresser à Maître Boubli pour lui poser une question extrêmement importante. Est-ce qu'il est possible d'annuler des congés payés qui auraient été acceptés par mon employeur? En fait, tout va dépendre de l'employeur parce que, comme on est dans une situation exceptionnelle et que de toute façon, même hors de cette situation exceptionnelle, tout dépend en matière de congés payés du pouvoir de direction de l'employeur. Là, vous n'allez pas pouvoir annuler tout seul unilatéralement vos congés. Il va falloir négocier avec l'employeur et il n'est malheureusement pas du tout obligé d'accepter. Donc, il peut tout à fait vous forcer à prendre vos congés que vous aviez déjà posés. Et même si, par exemple, vous n'avez plus besoin de les prendre, puisque, par exemple, vous avez une annulation d'un voyage, etc., comme il y en a beaucoup. Malheureusement, le pouvoir de l'employeur est très fort de ce point de vue-là. Voilà. Alors, ça, c'est pour les congés payés. Pour les RTT, peut-être que tu veux que je fasse. Oui, ça, c'était pour les congés payés. Alors, juste au niveau du son, excuse-moi, juste peut-être un peu mieux se repositionner. Voilà. Là, c'est au maximum, le son. Alors, maintenant qu'on a abordé les congés payés au niveau des RTT. Oui, alors donc ça, c'était pour les congés payés. Maintenant, pour les RTT, c'est autre chose. L'employeur, il va pouvoir vous imposer en fait de prendre dans la limite de 10 jours de RTT qui étaient déjà acquis, bien sûr. Et il va pouvoir vous imposer de les prendre s'il le souhaite. Et vous ne pourrez pas vous y opposer. Il a un délai de prévenance d'1 jour seulement, donc c'est très court. Et vous ne pourrez malheureusement rien faire. Voilà. Alors là, moi, je vais aborder un point qui est une question qui est très souvent posée, c'est concernant les jours de congé à solder. Que va-t-il se passer donc dans ce contexte de crise sanitaire? Il faut savoir que les jours de congé à prendre entre le 1er mai 2019 et le 31 mai 2020, ou une autre date d'ailleurs, selon l'accord collectif dont relève votre entreprise, doivent être pris avant cette date. Donc, il reste 3 jours pour le faire. Votre employeur doit vous donner la possibilité de les prendre. Sinon, il doit vous les indemniser. Ça, c'est très important. Si vous n'avez pas pris vos congés à cette date-là, dans ce laps de temps, alors que votre employeur ne vous a pas mis dans l'impossibilité de les prendre et que vous n'en avez pas fait la demande, ce solde de congé non pris risque d'être perdu. Donc, je répète parce que c'est très important, si on n'a pas pris de congé à cette date-là, c'est-à-dire entre le 1er mai et le 31 mai 2020, alors que l'employeur ne vous a pas mis dans une impossibilité de les prendre et que vous-même, vous n'en avez pas fait la demande, eh bien, ce solde de congé donc risque d'être perdu et l'employeur peut, mais n'a en effet aucune obligation, sauf exception, de reporter sur la période suivante des congés non pris. Donc ça, c'est quand même une mesure, un point extrêmement important. C'est laissé à la libre appréciation de l'employeur. Et si vous avez raté ce délai-là, eh bien même en invoquant, je ne sais pas, d'autres éléments factuels, eh bien l'employeur pourra
s'abriter derrière cette mesure-là en disant bien non, vous ne les avez pas pris en temps et en heure. Donc ça, c'est extrêmement important pour les agents ou salariés que vous accompagnez qui souhaiteraient prendre des congés payés. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il reste 3 jours pour le faire. Alors, sur les congés payés, voilà, on vous a donné un éclairage aussi précis que possible. Maintenant, la deuxième grande mesure à aborder concernant la continuité de l'activité économique, c'est précisément celle afférente au temps de travail. Et après, on abordera l'activité partielle. Léa, est-ce que vous pouvez nous énumérer les 5 grands aspects de cette mesure, de ces mesures dans le cadre de ces 30 ordonnances, en tout cas les 5 grands aspects qui concernent le temps de travail? Alors tout d'abord, la durée quotidienne maximale de travail donc accomplie par un travailleur de nuit va pouvoir être portée jusqu'à 12 heures, donc sous réserve quand même de l'attribution d'un repos compensateur. Également, la durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à 9 heures consécutives, alors que normalement c'était de 11 heures, sous réserve encore une fois de l'attribution d'un repos compensateur. Ensuite, la durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu'à 60 heures. La durée hebdomadaire de travail, donc calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée jusqu'à 48 heures. Et enfin, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée également sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée également jusqu'à 44 heures, excusez-moi. Donc voilà donc les 5 mesures phares et les plus importantes de ces ordonnances concernant le temps de travail. Merci beaucoup, Léa. Alors, Annabelle, je rebondis une question pour vous. Il y a Elena qui nous demande, et pour les salariés en arrêt maladie, est-ce qu'il y a une incidence particulière au niveau des congés payés ou des RTT? Alors, je vous entends plus. On n'entend pas. Il faut mettre le petit micro. Voilà. Alors, c'est bon. Non, vous avez quand même le bénéfice de vos congés payés. Ça continue à couvrir, en fait. Voilà. D'accord. OK. Donc, il n'y a pas d'exception en arrêt maladie du tout? Non. D'accord. OK. Très bien. Merci, Annabelle. Alors, on continue. Donc, sur les 5 aspects, les grands aspects de ces ordonnances en termes du temps de travail que vient d'énumérer Léa. Et on va rebondir sur une 3e grande mesure qui est celle du télétravail que nous avons déjà abordée au début du mois de mai, mais que là, on va réaborder, on va dire, de manière plus technique, je dirais. Alors, je vous rappelle que le télétravail, c'est un droit prévu à l'article L 1222-9 du Code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, et qui doit être privilégié en phase 3 épidémique. Cet article L 1222-11 du Code du travail précise qu'en cas de circonstances exceptionnelles, donc là, on en revient au même champ lexical, de l'exception, de la dérogation, notamment de menaces d'épidémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire. Donc, vous voyez, dérogation, exception, nécessité. Ce pourquoi? Pour permettre la continuité de l'activité dans l'entreprise et garantir la protection du salarié. Donc, vous voyez, là, on revient toujours aux 2 critères fondamentaux derrière lesquels l'employeur peut s'abriter pour imposer des congés ou de la prise de jours de RTT à ses salariés ou à ses agents. Ce sont ces 2 aspects-là. Je vous le répète parce que c'est très important. C'est la continuité de l'activité de l'entreprise et la garantie de la protection du salarié. On y reviendra juste après quand on parlera du chômage partiel. Donc, le recours au télétravail aujourd'hui est encouragé, très largement encouragé par le gouvernement. Il est très encouragé et dans les paroles et dans les prises de parole des différents ministres de la Santé ou du Travail ou de la Justice. Et il est aussi encouragé dans ces fameuses ordonnances, bien évidemment, lorsqu'il est possible. Il n'est pas toujours possible. Donc, concernant le recours au télétravail, l'employeur doit demander aux salariés dont le poste le permet et qui dispose bien évidemment du matériel nécessaire pour le faire, de recourir au télétravail. Je vous fais là une petite parenthèse néanmoins extrêmement importante, c'est que si
le salarié ne dispose pas du matériel nécessaire, la plupart des salariés en disposent, c'est-à-dire il faut en général juste un ordinateur portable, mais s'il n'a pas l'environnement adéquat, par exemple, s'il vit dans un studio, s'il est par exemple famille monoparentale, s'il a ses enfants à charge, qu'il n'a pas le temps ni l'espace physique ou même d'ailleurs psychique pour pouvoir recourir sereinement au télétravail, il peut refuser le télétravail. Donc, le salarié peut lui demander à son employeur de bénéficier du télétravail jusqu'à nouvel ordre. Comme on l'avait dit à l'occasion d'un précédent webinaire, le refus de l'employeur doit toujours, et j'insiste sur le toujours, être motivé. L'employeur peut également unilatéralement placer le salarié en télétravail et modifier, donc, comme vous l'ont dit Annabelle et Léa, les dates de congé déjà posées. Donc, l'employeur peut exiger du salarié de télétravailler, par exemple, jusqu'à la fin de la période d'incubation, soit 14 jours, s'il est susceptible d'avoir contracté le Covid, afin d'éviter le risque de propagation du virus au sein de l'entreprise. Alors, donc, on a abordé cette question du temps de travail, on a abordé après, dans un second temps, la question du télétravail, mais si le télétravail est refusé, soit parce qu'il n'est pas possible, soit parce que l'employé, pour des raisons diverses, ne peut pas mettre en place le télétravail. Et donc, de fait, l'employé doit revenir travailler sur site. Comment est-ce que cela se passe? Et question extrêmement importante qui revient dans énormément de dossiers de droit du travail, de dossiers contentieux, c'est cette fameuse visite médicale de reprise. Est-ce qu'elle a été faite? Est-ce qu'elle doit être faite? Si elle a été faite, eh bien, est-ce qu'elle a bien été faite? Donc, je passe la parole à Maître Boubli pour savoir si en la matière, la visite médicale de reprise est obligatoire pour tous les agents ou les salariés, ou si elle n'est obligatoire, comme j'ai posé la question d'introduction, simplement pour les agents ou salariés qui auraient contracté le Covid. Alors, en fait, donc oui, le déconfinement et le retour progressif des salariés en entreprise, ça pose bien la question de savoir, la question de la vérification préalable de leur état de santé avant donc, tout retour dans l'entreprise, puisque les conditions d'une visite médicale, c'est une absence supérieure à 30 jours, et deux, et c'est cumulatif, une cause d'absence qui serait soit un accident de travail, soit une maladie ou un accident professionnel. Donc, il faut toujours vérifier si l'état de santé est compatible avec la reprise. Dans le cas qui nous occupe le Covid, on a des salariés qui sont restés en arrêt maladie pour garde d'enfants. Eux, non, ils ne vont pas être soumis à la. Il faut distinguer ces gens-là des autres salariés. Eux, ce sont les seuls, donc je répète, c'est ceux qui sont restés en arrêt pour garde d'enfants. Eux n'ont pas à avoir de visite médicale de reprise. En revanche, les autres salariés, ceux qui ont été en arrêt de travail pour soit Covid, soit parce qu'ils étaient soit des gens qui étaient vulnérables et qui avaient peur en fait de l'attraper, ces gens-là, oui, ils doivent absolument, avant de toute reprise, être vus par un médecin du travail et avoir la certitude d'avoir un état de santé compatible avec une reprise. Voilà. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, le son n'est pas extraordinaire. Ouais, il faut peut-être éteindre le petit micro ou bien se rapprocher de l'ordinateur portable. Voilà, à voir. Merci en tout cas. Est-ce que vous avez bien entendu les réponses de Maître Boubli ou vous voulez qu'elle vous les tape en commentaire peut-être? Si Annabelle, vous voulez bien peut-être mettre les réponses dans les commentaires. Voilà. Alors, maintenant, donc, on a abordé la question de la visite médicale. Donc, on va aborder la quatrième mesure d'ampleur en matière de temps de travail. C'est la nouvelle réglementation du régime d'activité partielle. Donc, cette crise épidémique liée au Covid-19, elle a donc fait varier l'activité de nombreuses entreprises à la baisse. Et face à cette situation, elles peuvent envisager d'avoir recours à l'activité partielle, anciennement appelée chômage partiel ou chômage technique. L'activité partielle, je le rappelle, a pour finalité d'atténuer les conséquences d'une baisse soudaine d'activité sur la rémunération des salariés et d'éviter le licenciement. Donc, ce fameux décret 2020-325 du 25 mars 2020
à modifier le dispositif de l'activité partielle, notamment les modalités du mode de calcul de l'allocation compensatrice versée par l'État aux employeurs en cas d'activité partielle. Alors, Léa, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est l'activité partielle? Alors, l'activité partielle, c'est l'activité des salariés. Alors, durant cette période, l'employeur va verser une indemnisation aux salariés placés en position d'activité partielle. Et de l'autre côté, l'État va garantir à l'employeur une prise en charge partielle de l'indemnisation des heures chômées. Alors, il faut savoir que l'activité partielle, elle peut être mise en place quand les salariés subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail. Alors voilà assez rapidement ce qu'est l'activité partielle. Merci beaucoup, Léa. Alors, Annabelle, est-ce que vous pourriez nous préciser les circonstances qui permettent à l'employeur d'organiser ce chômage partiel? Annabelle, je m'excuse, on n'entend pas du tout. Il faut réactiver le petit micro. Décidément. Voilà. Alors, donc, l'employeur, en fait, il peut recourir à l'activité partielle quand il est contraint de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison de circonstances de caractère exceptionnel. Et l'épidémie de Covid a entraîné une baisse d'activité qui répond parfaitement à cette condition exigée quant à l'activité partielle. Donc, il en va de même pour une fermeture temporaire et pas juste une baisse, donc juste une fermeture temporaire. Donc, ça s'applique également, donc tout ce qui a concerné toutes les fermetures pour le Covid. Voilà, et quand également il est impossible de mettre en place tous les gestes de prévention nécessaires à la protection de la santé des salariés. Donc ça concernait donc la conjoncture économique. Par exemple, il y a aussi les difficultés d'approvisionnement en matières premières. Donc ça ne concernait pas ce dont je viens de parler, le Covid. Ça, c'était les conditions avant qui permettaient le recours à l'activité partielle. Mais bon, je pense que c'était pas la peine de les évoquer puisque tout ce qui nous intéresse, c'est plutôt tout ce qui concerne le Covid. Donc voilà, le Covid a totalement répondu à la condition de circonstances exceptionnelles, de baisse ou de fermeture totale d'activité. Voilà. Votre micro, Judith. Vous n'avez pas activé votre micro? Voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Tout le monde m'entend bien là? D'accord, ok, très bien. Donc, je récapitule parce que le son, peut-être chez Maître Boubli, n'était pas extraordinaire. Donc, je récapitule les circonstances qui permettent donc de mettre en place le chômage partiel. Comme l'a dit Maître Boubli, la conjoncture économique, c'est le cas actuellement. Les difficultés d'approvisionnement, bon, c'est le cas pour certains domaines d'activité. Ça a été le cas notamment pour tout ce qui est l'agroalimentaire, etc. Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, une transformation, une restructuration, une modernisation de l'entreprise et toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Et donc, l'épidémie de coronavirus constitue, fait partie de ces fameuses circonstances exceptionnelles. Alors, bien évidemment, pour bénéficier de l'activité partielle, l'établissement doit être soumis au Code du travail, à la législation sur la durée du travail et entretenir avec ses salariés pour lesquels il sollicite le bénéfice de l'activité partielle des relations contractuelles soumises aux dispositions du Code du travail. Donc, je le répète, c'est du bon sens, c'est un lieu commun, mais il faut bien évidemment que cette activité partielle soit encadrée par les mesures qui sont inscrites au Code du travail. Néanmoins, et ça c'est très important,
si un accord de branche ou d'entreprise est plus favorable que les dispositions du Code du travail, eh bien, c'est celui-ci qui va s'appliquer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des salariés, des agents que vous accompagnez qui ont des questions sur le temps de travail en période de crise sanitaire ou ce que leur impose ou pas leur employeur, eh bien, n'hésitez pas, c'est une question à laquelle, bien évidemment, l'employeur est obligé de répondre. Existe-t-il un accord de branche ou d'entreprise qui soit plus favorable que les dispositions plus rigides, on va dire, du Code du travail. Je précise une dernière chose sur l'activité partielle, et ça c'est très très important, c'est qu'il s'agit d'une mesure collective. Qui dit mesure collective dit mesure qui concerne tous les salariés de l'entreprise sans exception. Toutefois, il faut savoir qu'en cas de réduction collective de l'horaire du travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement ou alternativement, afin de pouvoir autoriser la mise en place ce qu'on pourrait appeler un système de roulement par unité de production, atelier, service, etc. Et donc, quant à la durée de cette activité partielle, elle est accordée pour une durée maximum de 6 mois, mais qui est à chaque fois renouvelable. Alors, je voulais rebondir sur cette dernière notion concernant l'activité partielle qui me semble importante et donner la parole à Anne Trester, coach en entreprise, sur le fait que cette mesure collective, donc c'est une mesure collective qui concerne tous les salariés et qui est là donc pour mettre en place un système de roulement. Ça, c'est le principe. Mais l'exception, c'est que les salariés donc, peuvent être placés en position d'activité partielle, individuelle ou alternative. Ce qui fait que des fois, dans un même service, un manager ou un employeur peut décider que tel salarié sera en chômage partiel tant de jours par semaine, un autre non. Il pourra imposer de mettre en place, d'autoriser certains congés pour l'un et pas pour d'autres, précisément pour permettre la continuité du service. Et cela, ça pose bien évidemment des problématiques sur le plan humain, sur le plan relationnel. Alors voilà, je voulais passer la parole à Anne pour savoir, au-delà de l'aspect, on va dire, juridique qui peut paraître un petit peu rigide, comment est-ce que un manager ou les assistants sociaux qui nous écoutent aujourd'hui peuvent les clés qu'on peut donner aux agents ou aux salariés qui disent ah bah c'est pas juste, ça c'est une récrimination très classique, c'est pas juste, mon collègue il a eu droit et moi j'ai pas eu droit. Oui, bah, tout à fait. Hein. C'est-à-dire que j'ai envie de rebondir, Judith, déjà sur ce que vous dites là. Quand je vous écoutais sur cet exposé, quand même, sur ce fameux cadre juridique qui est quand même important, dont on n'a pas forcément connaissance, puisque c'est du droit du travail, plus là des circonstances exceptionnelles. Mais c'est que, enfin, je pense que vous tous qui nous écoutez, en entreprise, le problème des congés, est-ce que j'ai eu une réponse positive à ma demande de congé? Je pars même hors Covid. Hein. Je parle dans la vie générale. Moi, j'ai l'impression, et j'ai pas mal travaillé en entreprise, donc je l'ai moi-même vécu, c'est que le sujet de la gestion du temps, forcément, ça occupe beaucoup de place psychique. Et il y a un problème de son? Est-ce que ça va là? Ok. Du coup, enfin, en tout cas, la question de la gestion du temps, je trouve que c'est un point qui prend beaucoup de place dans les discussions et qui d'ailleurs a une place aussi importante dans les tensions qu'il peut y avoir au travail. Et comme vous le disiez, Judith, moi, j'ai pas eu mes dates, lui, il l'a eu, moi, j'ai eu du télétravail, pas lui, enfin voilà. Alors, moi, par rapport à ça, là, quand j'ai réfléchi à ce sujet et savoir comment j'allais l'aborder, il y a une première chose qui m'est apparue, c'est que, en fait, le cadre juridique est important, mais en fait, moi, je vais me placer du point de vue de la réalité opérationnelle. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, après, il y a des situations très différentes par salarié et il y a des situations très différentes par entreprise. Donc, ce cadre qui est défini par le droit du travail, qui ensuite peut être défini aussi par des accords de branche, bah, après, il y a la réalité et c'est de ce point de vue-là que je me place. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de vous parler en fait de comment on peut négocier, comment est-ce qu'on peut créer un environnement, d'abord au niveau collectif et puis aussi d'un point de vue individuel. Je m'explique. Je pense que dans chaque situation, dans chaque entreprise, on a une culture du dialogue, de la demande. En fait, on a des pratiques qui sont, je dirais, qui ne seront même pas forcément inscrites dans le règlement intérieur. Vous savez, c'est le manager qui est cool et qui vous donne les congés. C'est ah non, on ne va pas dans ce service-là parce que lui, c'est un manager qui n'est pas cool, il ne te donnera jamais tes congés. C'est toute cette espèce de réalité qui n'est inscrite nulle part.
Et donc, j'ai envie de dire, tout ça fait qu'on a des situations différentes. Donc déjà, il faut quand même partir de la situation à chaque fois de chaque personne. Une fois qu'on a regardé cette dimension culturelle, j'ai envie de dire d'habitude, d'us et coutumes ou de pratique dans l'entreprise, ce qui est intéressant, c'est de commencer effectivement à regarder ce qui se passe pour le salarié. Et j'avais préparé un petit document, donc je vais vous le partager là tout de suite, pour vous proposer en fait une petite méthodologie, d'abord en 2 points, en distinguant ce que moi j'appelle l'état d'esprit de la méthode. Et ensuite, dans la méthode, j'ai répondu, en fait, j'ai supposé qu'il pouvait y avoir 2 questions. Alors là, tout de suite, sur l'état d'esprit, moi, ce qu'il m'apparaît, c'est qu'avant autant le juridique est important, autant on ne va pas réagir de la même manière selon l'état d'esprit. Et qu'évidemment, l'idéal, ça serait d'avoir un état d'esprit dans lequel il y a suffisamment de dialogue pour qu'on puisse demander. J'ai vu dans les questions que vous avez mis, mesdames, dans le chat, que certaines de vous, vous demandiez est-ce qu'un salarié peut demander? Moi, j'ai envie de vous répondre en tant que coach et puis en tant que personne qui a pratiqué les entreprises, on peut toujours demander. Le problème n'est pas de demander. Si on est dans une culture dans laquelle, je veux dire saine, d'adulte, demander, on peut toujours demander. Puisqu'un adulte, il sait aussi qu'on peut toujours lui dire non. D'accord? Donc, vous pouvez demander. Après, est-ce qu'on va vous dire oui? C'est une autre chose. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des réponses qui ne vont peut-être pas vous intéresser et qui ne vont peut-être pas correspondre à ce que vous espérez. Donc, ça, c'était un premier point. Ensuite, une bonne négociation, pour moi, c'est d'abord de l'écoute, d'entendre les besoins de chaque partie. Et je pense qu'un des travers parfois, et en même temps des points très positifs de la culture française, j'ai envie de dire, c'est qu'on a quand même un cadre du travail qui défend quand même relativement un certain nombre de droits, mais en même temps, ce n'est pas toujours appliqué. Donc, en fait, puisque j'ai dit en préambule que je voulais faire de l'individualisé, il est important d'entendre les besoins de chaque partie. C'est-à-dire que moi, en tant que salarié, j'ai des besoins, j'ai des contraintes personnelles, je me suis, dans la période du Covid, engagée peut-être sur une réservation. Effectivement, je n'ai pas du tout envie qu'on touche à mon planning de congé. Moi, là, j'ai eu des cas récents, effectivement, 2 personnes qu'on a mis en congé, et exactement comme vous l'avez dit, pendant 6 jours. Bon, bah voilà, ce n'était pas du tout prévu. Et puis après, le salarié s'en est arrangé parce qu'il y avait, entre guillemets, pas le choix. D'accord? Donc, juste, Judith, revenez juste sur le slide précédent. Donc, entendre les besoins de chaque partie et puis surtout, la négociation. Vous savez, il y a des gens qui, après une bonne discussion, vous disent « c'est bon, j'ai eu tout ce que je voulais ». Ok, ça, c'est très bien en court terme. Mais en long terme, et quand vous êtes salarié dans une entreprise, vous n'êtes pas là pour repartir normalement à la fin du mois. Je pense qu'une bonne négociation dans le monde de l'entreprise, c'est une relation où chacun, d'abord, a le sentiment d'être entendu, ça je l'ai dit, mais aussi d'être gagnant. Il faut que ce soit une relation gagnant-gagnant. Voilà, ça c'est vraiment pour l'état d'esprit. Ensuite, une fois que cela est posé, je vais être beaucoup plus concrète. Je pense que moi, j'ai réfléchi à la place du salarié. Je me suis dit, finalement, il y a un peu les 2 extrêmes. Vous savez, il y a ceux qui sont jamais contents, c'est-à-dire qui aimeraient que l'entreprise, en fait, ils aimeraient être le patron, donc faire comme ils veulent, en fait. Et il y a d'autres gens qui, à l'inverse, vont tout accepter. C'est-à-dire, ils sont tellement, soit tellement investis, ce qui est une très bonne chose, mais ils ne vont pas oser demander, justement. Et donc, je me suis intéressée un peu à ces 2 types de profils, sachant qu'entre les 2, il y a toutes les nuances. Donc, moi, je me suis dit qu'il y avait 3 types de questions, avant de demander même, avant de menacer et avant de tout accepter. La première, c'est est-ce que la personne, est-ce que vous avez pris du recul sur la situation? On se rend compte que très souvent, on réagit d'abord de manière extrêmement réactionnelle. Ça veut dire, on m'annonce une nouvelle qui ne me fait pas plaisir, ça se voit tout de suite, je dis, c'est absolument injuste. Enfin bref, tout de suite, je suis dans quelque chose forcément de mécontentement, mais de réaction qui est beaucoup plus émotionnelle, en fait. Il faut savoir que là, on n'est pas forcément dans une réaction extrêmement adulte. On est plutôt dans un mode réactionnel très compréhensible, très humain, mais qui est plutôt une réaction émotionnelle. Donc, c'est pour ça que moi, je dis la première chose à faire, c'est je prends du recul sur la demande qui m'est faite. Et est-ce que vous avez pris en compte les autres points de vue? Par exemple, c'est, comme vous l'avez dit, j'ai moi mes exigences à moi, il y a un cadre juridique, mais il y a aussi les besoins du service, c'est-à-dire les besoins de fonctionnement de l'entreprise. Est-ce que déjà, j'ai pris le temps d'entendre les besoins de mon manager, les besoins de mon équipe, etc. Ça, c'est la première chose. C'est de l'analyse. C'est un peu prendre du recul. Ensuite, est-ce que vous avez confiance dans la capacité de votre interlocuteur à vous écouter et sa capacité à discuter?
Et parfois, moi, j'ai des personnes que j'ai pu coacher où on travaille justement sur cette dimension relationnelle, où on se rend compte qu'il y a des gens qui s'autocensurent en permanence. En permanence, c'est-à-dire ils prennent tout sur eux. Ils sont d'ores et déjà dans… c'est comme si leur vision… en fait, on confondait le point de vue de la personne, le point de vue du salarié avec la réalité. Et c'est pour ça que cette première étape d'analyse, elle est importante, c'est que quand on regarde une situation, on la voit toujours de son prisme à soi, ce qui est normal. Et prendre du recul, c'est la capacité à intégrer d'autres regards sur la situation. Deuxièmement, la confiance. Elle est importante parce que souvent, on est dans des cas dans lesquels peut-être que la confiance n'a pas été assez construite, mais aussi parfois la confiance, elle est aussi le fait du salarié qui pense que la personne en face ne peut pas entendre et que tout de suite, il va y avoir une interprétation. Et dans la méthode que je vais vous proposer tout de suite, on va se rendre compte qu'on va essayer en permanence d'en revenir aux faits et pas au jugement, pas à l'évaluation, pas à l'interprétation. Et enfin, avant de passer à la méthode, quelle est votre part de responsabilité individuelle et qu'est-ce que vous allez assumer comme conséquence? Je pense que ça, c'est important aussi de le rappeler. On aimerait que le monde se fasse à l'idéal. Après, dans la vraie vie, parfois, il y a des choses qu'on n'a pas souhaitées et qui se passent et dont finalement, d'ailleurs, c'est pas très grave. Mais voilà, il faut quand même, avant de dire non ou de menacer, faut quand même être conscient qu'on engage sa propre responsabilité. Je regarde le timing parce que je ne veux pas être trop longue, mais ça va. Alors, si vous avez des questions, alors c'est vrai que là, je ne les vois pas forcément en même temps. N'hésitez pas. Alors, moi maintenant, je m'intéresse à quelqu'un qui a envie de faire une demande. Il y a peut-être eu une communication globale, mais en tout cas, elle a des points à éclaircir. C'est une méthode que j'appellerais DESC, comme les 4 lettres premières. D comme décrire la situation, E comme exprimer votre ressenti, S comme trouver une solution et C comme conclusion. Alors, je vais développer un petit peu plus. Donc, on voit bien qu'il y a 4 étapes. D, comment décrire la situation. En fait, ce qui va être important, c'est de quitter le registre purement émotionnel. Typiquement, la réaction, Judith, que vous évoquiez, c'est pas juste. C'est pas forcément une réaction qui va être exprimée de manière émotionnellement insupportable. Ça peut être oh non mais vraiment c'est trop injuste, voilà. Mais il n'empêche que sans même s'en rendre compte, on est là non pas dans une situation qu'on aborde de manière factuelle, mais on est dans une situation qu'on aborde de manière émotionnelle avec du jugement et de l'évaluation. Donc tout le travail quand on a une demande à formuler et qu'on veut à la fois se faire entendre, c'est-à-dire faire entendre son besoin et en même temps être dans une démarche, dans un état d'esprit de coopération, ça va être de décrire d'abord la situation de manière factuelle en prenant du recul. Exemple, la situation n'est pas que c'est injuste, mais la situation, elle est, par exemple, que j'ai fait une demande il y a 2 jours pour obtenir des congés, ou je vais prendre un exemple plus clair, j'ai fait une demande de congé il y a 1 mois de cela, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Entre-temps, d'autres collègues ont posé des congés et aujourd'hui, on me refuse. D'accord? Situation très classique. D'accord? Eh bien là, décrire la situation, c'est pas dire c'est dégueulasse, vraiment, vous n'avez pas fait votre travail. Non, vous allez dire voilà, vous avez simplement rappelé les faits. J'ai fait une demande il y a 1 mois, je n'ai pas eu de réponse dans certains temps. Je sais par ailleurs que d'autres personnes ont fait des demandes ultérieurement et eux ont eu une réponse positive. Vous voyez, ça, c'est décrire la situation de manière très factuelle. Ensuite, très vite, on va venir à eux, comment vous allez exprimer votre ressenti, vos émotions et vos besoins. Ça, c'est une phase hyper importante. Et pour tout vous dire, cette méthode-là, qu'on trouve dans pas mal de manuels, etc., moi, pour la mettre au point, c'est une adaptation de choses que j'ai trouvées qui s'inspirent de la communication non violente. Et un des principes que j'aime beaucoup dans la CNV, dans la communication non violente, c'est la bienveillance. C'est-à-dire, on part du principe, comme je l'ai dit en introduction, que nous sommes 2 adultes et qu'on a plutôt envie de bien faire. On a envie que les objectifs de l'entreprise puissent être atteints, mais j'ai aussi envie que mes salariés puissent voir leurs besoins et leurs demandes aboutir si c'est possible. Vous voyez? Et donc, dans le E, là, je vais pouvoir exprimer mon ressenti, mes émotions et mes besoins. Et là, par exemple, je vais dire à mon manager ou à ma RH, bah, franchement, quand j'ai vu la réponse négative, je me suis sentie, et là, vous allez pouvoir dire, là, je me suis sentie trahie, je me suis sentie flouée, j'ai un mot que je cherche là et que j'arrive pas à trouver, je me suis sentie lésée. Voilà. Là, vous allez pouvoir exprimer les choses. Mais le fait de le dire
non pas comme un fait, comme un jugement, mais bien comme un ressenti, personne ne peut aller contre ça. C'est votre ressenti. D'accord? Et votre ressenti, c'est le vôtre. OK, vous vous sentez lésé. Très bien, dont acte. Mais de pouvoir l'exprimer, vous allez voir que dans la relation, ça permet d'avoir une qualité de relation qui n'a rien à voir. Même vous, quand vous dites à quelqu'un qui vous a énervé ce que vous ressentez, la plupart du temps, vous allez voir que, en fait, vous redescendez. Vous êtes plus calme parce que vous vous sentez écouté et que vous-même, vous vous êtes fait entendre. Donc ça, pour la confiance en soi, pour l'authenticité des relations, en plus, c'est hyper important. OK, maintenant, on a posé le cadre, en fait, si vous comprenez bien. On a décrit les faits, on a exprimé son ressenti et maintenant, on peut inviter l'autre soit à réfléchir à une solution, soit soi-même avoir déjà réfléchi à des options, à des alternatives et du coup, là, vous pouvez exprimer votre demande. Donc, par exemple, j'ai fait ma demande de congé il y a un mois. Je me rends compte que je n'ai pas eu de réponse dans les délais. Entre-temps, j'ai vu que d'autres personnes avaient eu des réponses positives. Moi, aujourd'hui, comment je fais? Je vais continuer mon exemple. Si vous, entre-temps, vous avez pris, vos billets de train en pensant que c'était acquis, j'ai envie de dire que là, peut-être que vous allez pouvoir ouvrir la discussion là-dessus, mais vous êtes d'accord que le fait d'avoir pris ces billets de train sans attendre la réponse, vous avez aussi votre responsabilité. C'est-à-dire que quand vous avez pris les billets de train, vous avez engagé votre responsabilité individuelle. Et en fait, le moment de solution et d'échange va peut-être permettre de trouver une solution autre à laquelle on n'avait pas pensé. Et donc, la solution, je vais le dire après dans les slides, c'est soyez créatifs. Hein. Ça veut dire parfois, le nombre de fois où on accompagne, on demande et on se rend compte qu'il y a plein de solutions, les gens sont parfois beaucoup plus ouverts qu'on ne l'imagine. Donc oui, alors ce slide-là, je ne vais pas repasser dessus parce qu'en fait, c'est des exemples par rapport à ce que je viens de dire. Judith, je veux bien que vous le remettiez. Juste 2 minutes, puisque là, je vous redécris les 4 étapes. C'est simplement que je ne vais pas lire. Sur l'aspect créatif, je pense que c'est aussi à cet endroit-là qu'on peut le plus continuer à construire et à rester dans cet état d'esprit que j'évoquais en préambule. C'est-à-dire que c'est là que vous allez pouvoir montrer que vous vous sentez impliqué dans la dynamique collective. C'est là que vous allez pouvoir montrer que vous tenez compte aussi des besoins de votre manager, de votre équipe, que vous n'êtes pas en train de défendre. Je vais donner un exemple. Vous avez toujours des gens, leur congé indépendamment du reste de l'équipe. Mais si on est dans une dynamique collective, il n'y a pas que soi, il y a aussi les autres. Donc, à un moment donné, si chacun commence à faire un pas, vous allez voir que ça va aussi fonctionner. Quelqu'un qui est toujours prêt à aider et à être dans la dynamique collective, à mon avis, a beaucoup plus de chances d'obtenir un oui que quelqu'un qui est toujours sur une problématique uniquement individuelle. Et je le dis sans aucun jugement de valeur. C'est ce que je vois, moi, dans les entreprises. Donc voilà. Et la dernière étape de ma petite formule DESC, c'est la conclusion. C'est simplement de synthétiser la solution et de remercier éventuellement les efforts qui ont pu être faits par votre interlocuteur. Voilà. Est-ce que là-dessus, c'est à peu près clair? Je ne sais pas comment on peut… Non, comme je ne vous vois pas… Judith, moi, je voudrais juste conclure sur le slide précédent. Pas oser dire non, parce que ça pourrait être un tout autre sujet. Mais voilà, sur les multiples bienfaits, non, celui qui était là, multiples bienfaits d'oser s'affirmer. Pourquoi moi je défends toujours la communication et de demander même si vous avez un non, c'est que même si vous avez un non et que c'est désagréable, c'est toujours quelque chose, le fait d'avoir demandé, c'est toujours une façon de s'affirmer. Et s'affirmer, c'est l'occasion pour vous d'affirmer qui vous êtes vraiment, d'être en phase avec vos valeurs. Après, vous allez voir ce que vous allez faire, mais vous vous êtes posé comme individu responsable, existant. Dire non, c'est aussi une façon de poser des limites et de vous faire respecter. Et ça, on sait combien pour certaines personnes, ça peut être difficile. J'avais un peu commencé à réfléchir là-dessus, mais là, on va pas poursuivre. Mais en tout cas, c'est important pour se faire respecter. Dire non, du coup, ça permet d'augmenter sa confiance. On sait bien qu'il y a parfois, dire non peut être très difficile, surtout à des personnes qu'on aime ou à des personnes dont on attend quelque chose. Mais il n'empêche que de s'entendre dire non et de pas craquer, c'est une très bonne chose. Voilà. Je vois que… oui, 55. Pardon d'avoir été un petit peu lente. Le sujet, voilà, je suis partie dessus. C'est passionnant, Anne. Passionnant et l'intérêt a été partagé. Merci beaucoup pour cet exposé. C'est vrai que c'est des axes comme ça de sortie de solutions extrêmement intéressantes
et n'hésitez pas à les exploiter dans les entretiens que vous menez avec les agents ou salariés que vous rencontrez, parce que à côté des aspects, je dirais, en dur, juridique, juridiciaire, ou quels sont les droits de l'employeur, quels sont les droits du salarié, eh ben, il faut toujours tenter de passer par des moyens détournés pour arriver à des solutions beaucoup plus conciliées, parce que comme vous l'avez compris, il y a le principe, il y a les ordonnances, il y a les lois, mais effectivement, soit les conventions collectives, soit des accords peuvent permettre de trouver des solutions. Alors, pour continuer sur le sujet, concernant le contrat de travail stricto sensu, ça c'est une notion extrêmement importante. C'est est-ce que le contrat de travail continue, ou alors est-ce que la mise en disposition de l'activité partielle suspend le travail? Est-ce que c'est une modification substantielle du contrat de travail? Maître Boublier, est-ce que vous pouvez nous répondre sur l'impact sur le contrat de travail lui-même de ce travail intensif? Annabelle, on n'entend pas. Il faut remettre le micro. Voilà. Oui, alors en fait, juste un petit rappel concernant le contrat de travail et une modification. Alors, il y a soit les modifications substantielles du contrat de travail qui concernent les éléments de salaire, les éléments comme son nom l'indique substantiels. Et là, un employeur, même en cas de Covid, il n'a pas le droit de les modifier sans l'accord du salarié, puisque le contrat de travail, c'est la rencontre de deux volontés. Et quand on va modifier un élément substantiel, il va falloir aussi l'accord des deux volontés. Mais là, on n'est pas dans ce cas d'une modification substantielle. On est dans une modification des conditions, des simples conditions, en fait. Et là, malheureusement, là, il n'y a pas besoin de l'accord du salarié. L'employeur peut le faire. Et donc, l'activité partielle, c'est pas une modification substantielle qui nécessite l'accord du salarié, et donc l'employeur l'impose, il peut l'imposer, donc le salarié, il ne peut pas, on l'a déjà dit avant, en refuser. Ce qu'il y a déjà, c'est que ça va lui éviter un licenciement, ça va lui maintenir quand même son activité jusqu'au 31 décembre déjà au moins, puisque c'est la limite pour l'activité partielle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup Annabelle. Oui, vous avez tout à fait répondu à la question. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, il y a des modifications dans le contrat de travail. Ce ne sont pas des modifications substantielles, ce sont des modifications donc, que peut imposer un peu unilatéralement l'employeur. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que en fait, on évite le licenciement. C'est que de fait, ces modifications, voilà, je vois Annabelle qui hoche de la tête, c'est que ça permet le maintien dans le travail de la personne. Donc, sauf à faire une faute extrêmement grave, eh bien, le contrat de travail. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est que oui, évidemment, le salarié, il y perd un petit peu puisqu'il ne va pas gagner 100% de son salaire. Mais ça, après, je crois que Léa va en parler. Donc, je la laisse. Justement, je veux faire une petite parenthèse, Annabelle, c'est que justement, il y a un souci en ce moment du gouvernement, du législateur, d'éviter tout contentieux. Et il semblerait, donc ce que vous venez de me dire, c'est qu'aujourd'hui ou il y a 2 jours, la première étape de la procédure contentieuse devant le Conseil des prud'hommes, je pense que vous êtes tout au courant, assistants sociaux qui partagez à ce webinaire, qui est le bureau de conciliation. Eh ben, cette étape-là. Oui, alors oui, c'est vrai que je vous en ai parlé tout à l'heure rapidement parce que je l'ai appris aussi rapidement parce que c'est tellement passé inaperçu, volontairement je pense, puisque le jour en fait de l'ascension, le 20 mai dernier, il y a une ordonnance qui est passée, donc en toute discrétion, et qui a supprimé carrément, de façon temporaire bien sûr, mais quand même, supprimé l'étape du bureau de conciliation et d'orientation, qui est quand même une étape très importante dans les contentieux prud'homaux. Parce que c'est l'occasion de discuter, de prendre la température, enfin bon, bref, c'est une étape importante. Et je pense que c'est dû certainement au retard qui a été pris en fait, puisqu'il y a beaucoup d'audiences qui ont été supprimées pendant
pendant le confinement. Donc, comme maintenant, il y a beaucoup d'audiences à rattraper, bon, bah, ça supprime d'autant des audiences. Mais enfin, c'est quand même énorme de supprimer le bureau de conciliation. Donc, je vais juste vous rajouter, en fait, oui, c'est ça, il y a marqué sans que le défendeur et finalement son droitier, l'audience de bureau de conciliation est de facto supprimée. Les parties seront envoyées directement devant le bureau de jugement. Et le texte ne précise pas si un calendrier de procédure sera fixé d'autorité par le greffe pour se transmettre les pièces, etc. Donc c'est assez bizarre, je trouve, et assez contestable à mon sens, en tout cas. Voilà. Beaucoup, Annabelle. Donc, vous voyez, ça, c'est une mesure extrêmement importante. Il faut en informer les agents ou salariés que vous accompagnez. Et c'est une mesure qui a été instaurée pour décourager les gens. Je pense précisément, voilà, Annabelle hoche la tête, pour aller vers une procédure contentieuse. Donc, en effet, c'est contestable, comme le dit Annabelle, mais ça a été intégré. Jusqu'à quand? Ce sera peut-être renouvelé. On n'entend pas, Annabelle. Ça, vous m'entendez? Je viens de voir que c'est jusqu'au 10 août inclus. Voilà. Que ce soit renouvelé, vous pensez? Si ça sera renouvelé, je sais pas, je pense pas. Mais après, je sais pas, vraiment, je sais pas. Mais j'espère pas. Merci beaucoup. Alors, le temps tourne. Alors, je regarde juste une dernière question. Donc, je vais rebondir sur la question de Marie-Pierre qui est extrêmement intéressante. Et vous nous laissez encore 3 petites minutes avant de conclure ce webinaire sur la possibilité, me semble-t-il, alors je crois que c'est la question qui a été posée, de cumuler peut-être plusieurs activités. Alors, est-il possible de cumuler un second emploi en chômage partiel? Un salarié dans cette situation ne peut être contraint de télétravailler par son employeur. C'est totalement illégal, a rappelé la ministre du Travail, et tout en prévenant que ces abus seraient lourdement sanctionnés. Donc, vous voyez, malheureusement, il y a beaucoup en ce moment d'enquêtes au sein des entreprises pour voir si le chômage partiel, l'activité partielle est effective. Voilà, à certains niveaux, parfois à des niveaux cadres, on peut dire à quelqu'un, voilà, bah, il y a le chômage partiel, mais bon, en douce ou chez toi à la maison, tu continues à travailler. Donc, il faut savoir que c'est tout à fait illégal. Il ne faut pas l'accepter et c'est très lourdement sanctionné. Annabelle veut nous dire quelque chose. Je voulais juste dire qu'il y avait le secteur agricole dans lequel c'est autorisé maintenant parce que comme il n'y a pas de salariés comme ils ont un besoin de main-d'œuvre, c'est une dérogation autorisée, mais là c'est très récent, donc c'est une dérogation autorisée d'aller travailler, même si on est en chômage partiel pendant ses heures chômées, si on veut cumuler, on peut. Il faut prévenir son employeur et là on a le droit d'aller. Bon après il faut aller dans les domaines agricoles seulement. Beaucoup, Annabelle. Donc, voilà. Donc, ça, je voulais remettre l'accent stabiloté en gras, surligner que c'est tout à fait illégal. Il faut le refuser, même à des postes très importants où vous avez à manager une équipe. C'est tout à fait illégal. Voilà. Un salarié qui est revenu, dernière petite question, d'un chômage partiel, peut-il être contraint de travailler en lieu et place de ses vacances d'été? Donc, vous voyez là, on relie les wagons, la problématique de l'activité partielle et des congés d'été qui seraient imposés. Cette question s'inscrit donc dans la perspective d'une hypothétique fin de confinement avant l'été, ce qui est déjà le cas, voilà, de manière perlée, comme on dit dans les entreprises. Donc, une entreprise qui reprendrait une pleine activité pourrait-elle empêcher ses salariés de prendre des vacances afin de rattraper le retard accumulé? 12 jours doivent être pris au titre des congés d'été, donc entre le 1er mai et le 31 octobre, et que la prise de congé se fait en accord avec l'employeur selon les nécessités du service. Dès lors qu'une entreprise se retrouve face à un surcroît d'activité dû à l'épidémie de Covid-19 et qui nécessite que le salarié soit présent, oui, il y a bien une possibilité pour l'employeur de s'opposer à la prise de congé par le salarié lorsqu'il revient
d'un chômage partiel. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est quand même une notion extrêmement importante. On voit, pour conclure ce webinaire, c'est que l'employeur, eh ben, il est autorisé, à travers ces 30 ordonnances, à imposer beaucoup de choses à son salarié. On a vu aussi que grâce à des accords de branche ou des accords voilà, au sein de la convention collective, on peut déroger à ce cadre assez strict qui peut paraître assez unilatéral. On a vu aussi avec Anne les possibilités de pouvoir amener, de pouvoir amener ces revendications auprès de l'employeur en douceur pour que la communication soit équilibrée. Et je conclurai en posant, en tout cas en ouvrant le champ, c'est que là, on est dans un cadre dérogatoire sur le plan juridique. Donc, je vous le rappelle, le champ lexical, l'aspect dérogatoire, l'aspect exceptionnel, l'aspect nécessaire. Ces dérogations vont-elles rester exceptionnelles? Je vais clôturer là-dessus. Beaucoup sont valables, comme vous l'a dit Annabelle, jusqu'au 31 décembre 2020. Il faut savoir que chaque secteur d'activité va être concerné par des dérogations tout à fait spécifiques. Donc, vous voyez, on ne peut pas imposer à tous les secteurs d'activité, évidemment, les mêmes dérogations en termes de temps. Mais pour certains avocats, pour certains syndicats, il est un peu anormal que le gouvernement ait fixé aussi loin la date limite d'application de plusieurs ordonnances, c'est-à-dire à fin 2020, c'est-à-dire qu'on va décaler d'autant l'état d'urgence et la reprise d'une activité économique dite normale. Donc, pour beaucoup d'avocats et de magistrats, ces règles-là, vous voyez, qui sont assez strictes, parfois unilatérales côté employeur, eh bien, elles vont devoir être assouplies parce qu'il y a trop de contentieux qui vont émerger, notamment tout ce qui concerne la situation de l'activité partielle, la réduction d'activité, la reprise d'activité, comme l'a dit Brigitte, notamment le fait que la reprise de l'activité sur site va se faire de manière perlée. Est-ce qu'on reste en télétravail? Est-ce qu'on reste pas en télétravail? Qu'est-ce que je peux faire ou pas? Aujourd'hui, il y a quand même une grande opacité sur le fonctionnement de certaines mesures de ces ordonnances. Donc, tous ces mécanismes dérogatoires et d'une certaine manière, pour certains avocats et certains syndicats, attentatoires aux principes fondamentaux de notre état de droit ou aux libertés publiques, puisque c'est privatif en quelque sorte, ça prive les salariés ou les employés de leurs droits classiques, eh bien je pense que certains contentieux vont émerger peut-être cet été et que ces mesures dérogatoires par rapport au temps de travail vont devoir être assouplies, en tout cas discutées au sein de l'entreprise. Donc, je conclurai en disant et en reprenant les propos de Anne Trester, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander. Demander ne coûte rien. On peut toujours sortir du cadre un petit peu rigide de la loi en essayant de trouver des aménagements, soit en parlant avec des collègues à un niveau horizontal, en essayant de trouver des aménagements. Toi, tu prends ces congés à tel moment, moi, je prends à d'autres moments. C'est souvent le cas, par exemple, dans les services publics, notamment au sein de la PHP, où par exemple, les aides-soignants ou voilà, les personnels médicaux ont l'habitude d'arriver à s'entendre amiablement, sans passer par des contentieux auprès de leur hiérarchie ou même sur le plan judiciaire pour mettre en place des congés payés adaptés à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, il faut privilégier l'amiable, même si le cadre aujourd'hui dérogatoire peut paraître un peu strict, un petit peu lourd. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Est-ce que Anne, vous voulez donner un petit mot pour la fin? Non, moi je voulais juste vous montrer, j'ai envoyé, voilà, ça c'est un premier bouquin qui a été écrit plutôt par des consultants. Donc voilà, je vous ai mis la référence que j'ai trouvé moi très intéressant, parfois un peu difficile à lire, mais par contre ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les cas pratiques exposés qui sont très clairs. Et puis ça c'est un peu un bon livre de chevet. C'est un peu la petite bible de la communication non violente. Pour ceux qui connaissent pas, c'est hyper abordable et très facile à lire. Voilà, c'est tout. Et Merci beaucoup, surtout, Anne. à vous. Voilà. Merci de votre attention. On a tenté de répondre à vos questions les plus pragmatiques. Maître Boublier et moi-même, on reste à votre entière disposition pour des aspects très techniques. Avant d'orienter les agents et salariés que vous rencontrez, n'hésitez pas à venir vers nous pour nous poser une question
ou à faire bénéficier les personnes que vous accompagnez de la consultation juridique gratuite qu'on pratique aujourd'hui beaucoup par visioconférence et ça fonctionne très très bien. Donc avant d'aller revendiquer, demander à son manager ou à son employeur, il faut avoir quand même quelques éléments de droit. Donc Maître Boubli et moi-même, on est à votre disposition pour vous éclairer au maximum. On a dépassé de 10 minutes. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires. On a aussi, on a un calendrier extrêmement intéressant pour le mois de juin et début juillet. Voilà, on reste à votre disposition. Pour celles et ceux qui prennent un week-end prolongé, profitez-en. Il fait beau, il fait chaud. Eh ben, il faut se détendre. Et écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous enverrai, comme je l'ai fait pour le précédent webinaire, j'enverrai aux participants un mail post-webinaire qui reprendra les questions qui étaient posées dans le chat avec des réponses extrêmement circonstanciées, c'est-à-dire des réponses qui ne sont pas dans les documents qui ont été déjà partagés dans l'onglet des dossiers. Voilà, pour vraiment que vous ressortiez avec des éléments très précis aux questions qui ont été posées. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne vacances. Bon week-end. Et moi, quand même.